Avec ses grandes oreilles, sa robe tachetée et son air sauvage, cette race de chat a vu sa popularité exploser ces dernières années. Sur TikTok, le mot-clé Savannah Chat cumule plus de 860 millions de vues et la version anglaise Savannah Cat plus de 1,3 milliard. Bon ok, en vrai c'est super mignon. Mais ce que je savais pas, c'est que ce chat pose aussi plusieurs questions, à tel point qu'il a été interdit dans plusieurs endroits du monde. Le Savannah, c'est pas une race de chat classique. Il est le résultat d'une hybridation entre deux espèces bien distinctes, l'une domestique et l'autre sauvage. Le rêve de ses créateurs, pouvoir avoir dans son salon un chat à l'apparence de félin sauvage. De bonne intention, en voulant avoir juste un joli chat chez soi, on se rend pas compte qu'il y a une cascade en fait de conséquences derrière. Qu'un chat puisse être interdit, ça m'a vraiment étonné. Pour ce nouvel épisode de la grande explication, j'ai voulu donc comprendre d'où il venait, que cache le Savannah, quelles craintes concrètes suscite-t-il, je vous explique. Ça, c'est la toute première femelle de Savannah, elle s'appelle d'ailleurs Savannah. Elle est née le 7 avril 1986 en Pennsylvanie, aux États-Unis. À la naissance, elle pèse environ 220 grammes, le double d'un chaton normal. Les premiers croisements ont lieu dans les années 80 et petit à petit est arrivée l'idée de créer une race à partir de ces hybrides en fait. Sa mère est bien une chatte siamoise, mais son père fait partie d'une autre espèce non domestique, le serval. Le serval, c'est cet animal sauvage. Il pèse en général entre 9 et 18 kg, entre 4 à 5 kg pour un chat. Évidemment, il est beaucoup plus grand que notre chat domestique. Son habitat s'étend sur une grande partie du continent africain. C'est l'un des félins qui a le meilleur taux de succès à la chasse, il capture presque une proie sur deux. Et ça, c'est notamment grâce à ses grandes oreilles. Géraldine Véron m'a montré des spécimens des collections du Muséum national d'histoire naturelle, récupérés par exemple auprès des douanes. C'est le félin qui a les plus grandes oreilles proportionnellement à sa taille et ça correspond vraiment à son mode de vie de détection des proies dans les hautes herbes. Il y a aussi ses longues pattes. Il va faire un saut sur la proie à distance. Il peut faire un saut de 3-4 mètres de longueur, de 3 mètres de hauteur et c'est vraiment un spécialiste de ce mode de chasse. Dans les années qui suivent la naissance de Savannah, plusieurs éleveurs et éleveuses vont tenter de faire reproduire sa descendance pour créer une nouvelle race de chats aux allures de petits servals. En 2001, la TICA, dit International Cat Association, accepte l'enregistrement des Savannah dans leur registre et leur participation à des expositions de chats. Il y a eu d'autres exemples, notamment chez les chats, puisqu'il y a le Bengale, qui est issu du croisement avec le chat léopard, qui est un peu plus ancien et qui vient aussi des États-Unis. Mais dans la nature, c'est assez rare. En fait, les espèces elles sont un peu séparées et c'est bien pour ça que ce sont des vraies espèces. Quelques années plus tard, c'est au tour du LOUF, un organisme qui encadre les chats de race en France, de le reconnaître. Le Savannah gagne en popularité, des élevages se développent et le nombre de ventes se multiplie. Sur les sites de vente, son look sauvage n'est pas le seul atout mis en avant. Il ne provoque pas d'allergie, il est très joueur et contrairement à d'autres chats, il aime l'eau. Mais ce chat hybride n'est pas le bienvenu partout. Aux États-Unis, plusieurs États interdisent la possession de Savannah. La Géorgie, Hawaï, Rhode Island ou encore le Nebraska. C'est aussi le cas de l'Australie en 2008. Le gouvernement craint que des savannas s'échappent et menacent de nombreux animaux sauvages de l'île. En 2020, le Conseil bruxellois du bien-être animal recommande à la région de Bruxelles-Capitale en Belgique de l'interdire à son tour. Dans un rapport, cet organisme indique que les premières générations de Savannah ne sont pas adaptées à la vie en tant qu'animal de compagnie. Il pointe également leur manque de fertilité en combinaison avec des problèmes de bien-être liés à l'accouplement et la gestation. Les autorités de Bruxelles-Capitale décident de suivre le rapport et interdisent la détention de Savannah. En 2022, plusieurs associations demandent au gouvernement britannique de suivre la même voie et en France, plusieurs ONG demandent aussi de légiférer sur le sujet. Mais concrètement, ce chat peut-il vraiment poser problème ? Sur cette plaquette, voici comment le LOUF, l'organisme qui encadre les races en France, présente le Savannah. Le Savannah est très doux dès les premières générations. Comme tous les autres chats, il dort sur les genoux et mange des croquettes. Il s'adapte bien à la vie intérieure, même si son énergie est débordante. Une première inquiétude vient du caractère chasseur de son ancêtre serval. On sait déjà que le chat domestique pose des problèmes éventuels sur la biodiversité, notamment dans certaines conditions, comme les îles par exemple, où il y a des espèces qui n'ont pas connu d'autres prédateurs, donc ça peut poser déjà des problèmes, mais là on se retrouve avec des chats beaucoup plus efficaces, beaucoup plus gros. Physiquement, le Savannah est plus imposant. Il peut dépasser les 10 kg contre 4 à 5 kg
pour les chats classiques. Des savannas ont obtenu à plusieurs reprises le record de plus grand chat du monde. En Australie, des scientifiques ont mené une étude en 2019. Selon leurs calculs, les savannas pourraient s'attaquer à 28 espèces de mammifères de plus que les 168 qui peuvent déjà être chassés par le chat domestique classique. Au total, l'introduction du savanna représenterait un risque pour 91% des espèces de mammifères terrestres non volants existantes d'Australie. Pour cette équipe, ces résultats valident fortement la décision d'interdire les savannas d'Australie. Sur l'Australie, où on sait qu'il y a énormément d'espèces qui ont été introduites, notamment d'Europe, et qui ont posé un grand problème pour beaucoup d'espèces endémiques locales, qui n'existent que là. Quand elles s'éteignent, c'est fini. Donc ils se protègent en fait de ça. Au-delà de ces risques pour la biodiversité, je me suis demandé qu'est-ce que ces origines sauvages changeaient en tant qu'animal de compagnie. Ils gardent quand même ce côté sauvage, mais c'est peut-être ça qui attire les gens aussi. Mais malheureusement, c'est ça aussi qui fait que beaucoup sont abandonnés, que beaucoup finissent dans des cages ou vraiment dans des conditions parfois pas très bonnes. En France, l'étudiante vétérinaire Sarah Sleur a interrogé 57 propriétaires de savannas et 5700 d'autres chats. Sa thèse publiée en 2019, elle révèle plusieurs différences. Les savannas étudiés paraissaient moins peureux, ils présentaient davantage de comportements de marquage urinaire, miaulaient davantage de manière excessive, ou encore se montrer plus turbulent ou énergique. Elle conclut que les savannas semblent tout de même adaptés à un mode de vie urbain en tant qu'animaux de compagnie malgré leurs origines sauvages. Mais il y a encore autre chose qui inquiète. Nous sommes le 3 mars 2018 à Juvignac dans l'Hérault. Un habitant apeuré signale un léopard sur son toit qui tenterait de s'attaquer à ses poules. Les pompiers et les gendarmes arrivent pour tenter de capturer l'animal. Pour eux, ce n'est pas un léopard mais un chat savannah. Nouveau rebondissement quelques jours plus tard. La gendarmerie indique sur Twitter qu'après vérification, le faux léopard n'était pas non plus un savannah mais un serval. Cette histoire, c'est loin d'être la seule confusion entre savannah, serval, voire d'autres félins. Elle est favorisée par la faible connaissance de ces animaux et par leur ressemblance, et elle peut avoir des conséquences importantes. Au Royaume-Uni, mais aussi en France, plusieurs ONG constatent une hausse du trafic de serval. Depuis la mode des savannas, il y a beaucoup plus de saisie du trafic de serval, donc la vraie espèce sauvage, et qui souvent étaient on va dire identifiés par leurs propriétaires comme des savannas, mais probablement pour les faire passer pour des servals. En septembre 2022, le refuge Tonga Terre d'accueil, qui avait dû accueillir plus de 10 servals en quelques mois, alerte. Les trafiquants jouent sur la légalité du savannah pour vendre des servals en tant que savannah. Le serval, même si c'est une espèce qui n'est pas en grand danger, a des populations qui sont en grand danger. C'est une espèce aussi qui subit aussi beaucoup de transformations de son habitat, de perte d'habitat, et donc forcément une menace supplémentaire avec le trafic pourrait vraiment la mettre dans une situation de conservation problématique. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'il y a une histoire de génération qui joue beaucoup sur les prix, la ressemblance au serval et les comportements. Dans les annonces de savannah que j'ai trouvées, les prix allaient principalement de 1000 à 10 000 euros. Mais dans certains cas, ils peuvent atteindre les 20 000 euros. En fait, chaque savannah possède un code qui commence par la lettre F. F1, F2, F3, F4. Ce chiffre, il correspond au nombre de générations qui séparent le savannah d'un serval. Un F1, il a un parent qui est serval, l'espèce félin sauvage. L'autre parent est un chat domestique. Donc c'est le premier hybride descendant d'un croisement entre ces deux espèces. Et F2, il va avoir un grand-parent, la grand-mère ou le grand-père, qui est l'espèce sauvage. C'est ça, c'est F1, F2, F3, F4. À chaque fois, le parent savannah a été reproduit avec un chat domestique. Cela veut dire que chaque génération possède de moins en moins de 100 servals. C'est pour ça qu'un F6 par exemple coûte bien moins cher qu'un F1. La thèse dont je vous ai déjà parlé explique que les mâles demeurent souvent stériles jusqu'à la génération F4, mais que les femelles peuvent être fertiles dès la génération F1. Elle indique aussi que même si les générations ultérieures ont un comportement plus domestique que les générations F1, nombreux sont les individus qui présentent des traits de caractère et de comportement de type sauvage. Mais tout ça ne nous dit pas encore vraiment si on peut en avoir un chez soi ou non. Entre 2003 et 2018, le nombre de savannas enregistrés en France auprès du Louvre a fortement augmenté. Mais déjà, a-t-on le droit d'en posséder? En France, les F1 et F4, comme les servals, sont considérés comme des animaux sauvages et soumis à une réglementation stricte. À partir de la génération F5, par contre, le savannah est considéré comme un chat domestique. Il y a certainement des éleveurs tout à fait consciencieux où il n'y a que des animaux issus de nombreuses générations, sélectionnés avec soin, etc. Maintenant, si on parle du chat domestique, c'est probablement à peu près 10 000 ans de temps de domestication. Donc il y a eu toute une adaptation, une évolution de l'espèce pour devenir cet animal domestique. Ça ne se fait pas en quelques générations.
Certains spécialistes, comme l'autrice de la thèse, expliquent que le chat Savannah est adapté comme animal de compagnie à condition de faire attention à l'origine de l'animal et à ses besoins spécifiques. C'est par exemple lui offrir de grands espaces et beaucoup de jeux ou d'exercices pour tenter de canaliser en partie son comportement. D'autres spécialistes, comme le refuge Tonga Terre d'accueil, demandent une réglementation plus stricte, voire son interdiction, afin d'éviter des traitements inadaptés, un impact sur la biodiversité ou la confusion avec le Serval. Personnellement, mon rôle, c'est pas de vous dire si c'est bien ou pas d'avoir un Savannah. Je suis sûr qu'il existe plein d'éleveurs ou de propriétaires qui connaissent très bien leur Savannah et en prennent le plus grand soin. Mais avant de potentiellement acheter cette race de chat, je trouvais quand même intéressant de vous parler de ces différents aspects que j'ai découvert moi-même très récemment. J'espère que vous aussi vous avez appris des choses ou que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur le pouce juste en dessous de la vidéo. Bon ok, ça paraît un peu cliché de dire ça, mais en fait ça permet vraiment à plus de personnes de découvrir potentiellement cette histoire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la grande explication sur l'environnement ou les animaux. À bientôt.